Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers? Un café, s'il vous plaît. Ça marche? Cassie et Chauve, c'est son nom sur Instagram. J'ai découvert Pascal, son prénom, lors d'un séminaire et j'ai eu un véritable coup de cœur pour cette femme éblouissante. Notre invitée du jour est une femme touchante et inspirante, une femme qui avec son travail nous redéfinit l'amour. Avec elle, nous parlerons d'amour de soi, d'acceptation, du regard de l'autre et de singularité. Tu as envie de changer ta façon de faire, d'impacter le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver. Je suis Tia Brown Sugar, une touche-à-tout qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des personnes qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de faire, de vivre, de consommer, de penser, mais surtout changent les choses. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. N'hésite pas à le commenter et à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast pour m'aider à le faire découvrir. Je t'en remercie. Maintenant, prends une tasse, installe-toi et déguste ce moment. Bonjour Pascal. Coucou Tia. Merci du fond du cœur d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment très, très, très honorée de t'avoir ici pour cette petite conversation. Alors, si toi tu es très honorée, alors alors franchement déjà, bref, je suis archi honorée, on va dire ça. Je suis émue même, je suis touchée que tu aies pensé à moi, vraiment. Ça fait partie des choses, des rêves d'un de mes rêves qui se réalisent parce que j'avais vraiment envie de te rencontrer. Les choses permettent qu'on se rencontre déjà comme ça et je trouve ça magnifique en attendant de pouvoir te rencontrer physiquement, on va dire ça comme ça. Merci beaucoup à toi de m'accueillir. Mais en tout cas, le rendez-vous est déjà pris, qu'on puisse se voir, comme on dit, en vrai, autour d'une tasse de café. D'ailleurs, ma première question est celle-là. Tu es plutôt thé ou café? Eh bien, ça dépend du moment. Voilà, je suis café le matin en général, mais thé pendant toute la journée. Donc voilà, c'est avec une tasse de café que je me joins à toi. Avec plaisir. Pour moi, ce sera exactement la même chose. D'ailleurs, j'ai ma tasse avec moi. J'ai encore une petite toux là qui est sur la fin, qui ne veut pas partir. Mais bon. Donc, si vous m'entendez tousser, je m'en excuse déjà. Je fais mon max pour guérir, mais ça prend un petit peu de temps. On va remonter le temps pour découvrir l'enfant que tu étais. Ensuite, on va parcourir un petit peu ton histoire. Et tu vois, tu disais que tu étais honorée d'être là avec nous. Les gens comprendront à la fin de notre conversation pourquoi je t'ai invité, pourquoi j'ai eu à cœur que tu sois là dans ce podcast, parce que ton histoire est tellement inspirante, tellement belle, que je sais que ton histoire touchera des milliers de femmes et c'est tout ce que j'espère. Donc on va commencer avec ton enfance. Quel enfant étais-tu? Est-ce que tu faisais partie des petites filles devant leur miroir à jouer à la princesse ou alors pas du tout, plutôt garçon manqué à courir partout? T'étais comment? Ah ben justement, je n'étais pas du tout cette petite fille qui se regarde dans le miroir, qui porte des robes, etc. Alors certainement, je jouais à la poupée. Par contre, j'ai un grand frère et j'étais entourée de ses copains. J'avais des petites copines, mais enfin bon, j'aimais rester avec lui. Et donc, du coup, j'ai grandi dans un monde de garçons où on court partout, on joue, on fait beaucoup de sport, on fait du vélo, on est un peu casse-cou. Donc, j'étais pas casse-cou, mais en fait, j'étais très, très, très dynamique et il était hors de question que je reste sagement assise sur une chaise. Donc, voilà, j'étais cette petite fille-là, espiègle. Plus jeune, je dis au collège, par contre, les garçons me disaient toujours Pascal, tu viens dans notre équipe pour les moments de handball, basketball, etc., etc. Donc, moi, j'étais vraiment, vraiment dans cette énergie-là, tu vois. Pas sage du tout, en fait. D'accord. Alors c'est marrant parce que tu vois, tu dis espiègle, et c'est vrai que quand je te vois sur les réseaux sociaux, dans ton regard, je trouve que tu as encore cette lueur dans les yeux, tu vois. Et moi j'adore parce que je trouve que c'est ce petit grain de folie qui fait toute la différence. Et je trouve que tu l'as encore. C'est dingue, non? On te l'a déjà dit ou pas? Oui. Alors, peut-être pas comme ça.
peut-être que pas comme ça, mais en tout cas, ce que je retiens, c'est vrai que j'ai encore gardé mon âme d'enfant et je crois que c'est important pour moi de la garder parce que c'est vrai que, tu sais, quand tu grandis, que tu traverses certaines expériences qui te sont inconfortables, garder ton âme d'enfant, garder ton espièglerie, garder ton petit sourire malicieux, ce sont des choses qui te permettent, si tu veux, de ne pas céder à certaines tentations, celle de sombrer trop longtemps, celle d'être mal trop longtemps. En tout cas, tu te poses la question assez rapidement. Donc, j'ai pris cette habitude-là. Et puis, c'est vrai, Tia, que moi, j'aime beaucoup la vie, j'aime beaucoup rire. Donc, je tourne les choses en dérision, parfois pas tout non plus. Et puis, donc, j'aime m'amuser. Donc, je pense que c'est ça qui se lit dans mes yeux parfois. Ouais, exactement. Alors moi, je te découvre lors d'un séminaire, le séminaire de Mavic Bright. J'en ai déjà entendu parler maintes et maintes fois. Je pense que les gens vont croire que je travaille pour elle. Et dans un premier temps, c'est ton visage que je vois. Et ma première réaction, franchement, ça a été « Waouh, cette femme est canon !» Et ensuite, il y a eu ton message. Et là, tu m'as touché en plein cœur. Tu nous as parlé de ta différence qui fait ta singularité. Tu es chauve. Et avant de revenir sur cette singularité, comment, avant de perdre tes cheveux, tu considérais la beauté? C'était quoi une belle femme pour toi avant de perdre tes cheveux? Ouais. Alors, une belle femme, pour moi, ça a toujours été cette femme, tu sais, qui passe et sur laquelle tu te retournes forcément, tu vois. Et elle a pas forcément des traits particulièrement harmonieux, mais elle a ce quelque chose qui fait que tu ne peux pas rester indifférent. Tu vois, une espèce d'aura, une espèce de truc qui fait que tu peux pas rester indifférent, tu peux pas ne pas te retourner sur son passage. C'est ça pour moi une belle femme. Et puis pour moi une belle femme a cette classe fine, suggérée. Elle a cette intelligence non envahissante à forcément vouloir prouver qu'elle est ceci ou qu'elle est cela. C'est ça pour moi une belle femme. Une belle femme est une belle femme, elle n'a pas besoin de prouver qu'elle est belle ou montrer qu'elle est belle. On la voit en fait, la belle femme. On la voit, on la ressent, et puis on a envie d'être avec elle, quoi, aussi la belle femme. Est-ce que ça va au-delà du physique? Oui, mais complètement, complètement au-delà du physique. On peut effectivement ne pas la voir aussi, lui parler au téléphone. Je pense que déjà d'emblée, en l'entendant, on peut sentir cette chose qui se passe. Tu sais, ce petit frémissement que tu peux avoir à l'oreille ou dans le cœur quand tu entends cette femme, tu vois. Genre quand on entend le Tia Brown Sugar dans sa pause café. C'est gentil. C'est gentil. Mais tu vois, c'est vrai que moi, j'ai exactement la même définition de la beauté que toi. Pour moi, c'est plus que physique. C'est vraiment... j'ai l'impression que pour moi, en tout cas, dans ma vision de la beauté, c'est une énergie. Une énergie qui va faire que quand la personne, homme comme femme, va être à mes côtés, ou même dans la voix, je vais ressentir un truc qui va m'émerveiller. Et ouais, c'est au-delà du physique, parce que pour moi, le physique, finalement, c'est quelque chose d'abstrait qui, entre guillemets, je mets bien entre guillemets, ne veut pas dire grand-chose, parce que d'une personne à d'une autre, la beauté, les critères de beauté sont totalement différents. Mais par contre, j'ai l'impression que l'énergie qu'on va véhiculer, on va tous la ressentir. C'est-à-dire, on sera peut-être gêné, parce qu'on n'a pas l'habitude d'être face à quelqu'un qui nous transmet ça, ou au contraire, on va l'accepter en se disant « Waouh, génial, quoi. Génial, cette personne est juste incroyable. » Voilà. Moi, je te rejoins sur la notion d'énergie, parce que j'ai souvent et longtemps, je crois que je l'ai fait encore, cette différence entre la jolie femme et la belle femme. Tu vois, la jolie femme, elle sera magnifique à regarder parce que elle aura des traits qui correspondent à ce que j'appelle une jolie femme, tu vois. Ouais. Je sais pas, une couleur de peau, pas une couleur de peau, la netteté de la peau, quelle que soit sa couleur, ou selon mes codes, tu vois, selon mes définitions, je me dis, waouh, elle est jolie, cette femme. Ouais. Elle ne sera peut-être plus une jolie femme une fois qu'elle va prononcer un mot, tu vois, un ou deux mots, tout dépendra de comment elle le fera. La jolie femme aura une certaine façon de se mouvoir qui ne va pas correspondre à ce que j'appelle une belle femme, tu vois. Donc il y a le parler, il y a le déplacement, il y a le contact, il y a vraiment l'énergie de la belle femme. Ouais. Comme une recette.
une recette de super gâteau. C'est clair. On porte, surtout nous, femmes noires, un regard particulier sur les cheveux. Ils font partie de notre histoire, hein, de manière douloureuse, on le sait. Mais aussi, on doit l'avouer, de manière iconique, avec cette fameuse couronne qu'on dessine souvent au-dessus de la femme noire. Il nous incarne à un instant T. C'est vrai que, je sais pas ce que tu en penses, mais quand une femme passe un cap ou vit quelque chose d'énorme dans sa vie, souvent, on le voit à ses cheveux parce que, soit elle va se couper les cheveux, elle va faire une nouvelle coupe ou elle va faire un truc, mais souvent, le changement dans une vie est lié à un changement de coiffure. Je sais pas si toi, tu t'es d'accord avec ça. Oui. En tout cas, je l'ai souvent entendu et je l'ai souvent vu dans mon entourage ou dans mes lectures. Mais alors, pour ma part, c'est ce qui s'est passé aussi. Quand je décide de ne plus porter de perruque, il se passe plein de choses en cascade. C'est à ce moment-là que je choisis que mon couple doit prendre un autre tournant déjà, et je prends plein de décisions à la fois. Tu vois, effectivement. Pardon, excuse-moi. On va revenir sur cette partie qui est hyper intéressante, mais avant de revenir sur cette partie où tu assumes enfin le fait que tu sois chauve, comment tu vis à 27 ans, parce que c'est à 27 ans que tu deviens chauve, comment tu le vis à un âge où 27 ans c'est jeune, et pour moi c'est à cet âge où on embrasse la trentaine, où on se découvre femme, où on découvre notre féminité. Comment tu le vis justement avec ce regard en plus que l'on a dans la société noire sur les cheveux? Alors, à l'époque où les choses se passent, moi, je porte déjà les cheveux très courts par choix. Tu vois, donc vraiment, j'ai un look assez original pour l'époque. Le cheveu, ce qu'on va appeler semi-youle. Et quand je réalise que sur la zone arrière de la tête, que le cheveu ne repousse plus, c'est assez particulier parce qu'au départ, je n'y accorde pas vraiment d'importance. Et ce n'est que quand toute la tête est concernée, quand je vois que soit ça ne repousse pas ou que le cheveu ne reste plus sur la tête, du coup, pour moi, c'est évidemment une catastrophe. La Terre s'arrête de tourner, plus rien n'a de sens. Plus rien n'a de sens et je me dis que je me pose toutes les questions du monde et j'essaie de comprendre pourquoi mon cheveu décide de ne plus pousser. Mais quand je vois qu'effectivement, il ne s'agit plus que des cheveux sur la tête, mais des cils, des sourcils, de tout le système pileux, Tia, tu penses bien que à ce moment-là, j'ai envie de mourir et c'est la fin pour moi dans ma tête. Qu'est-ce que te dit, pardon, décidément, le monde médical, qu'est-ce qu'ils te disent par rapport à ce qui se passe? Ouais, alors le monde médical qualifie ce que j'ai de pelade d'abord, en me disant que alors on cherche, s'il s'agit d'un choc, puisque les pelades sont parfois dues à des chocs, on cherche et on me dit que mes cheveux vont repousser et donc on y croit. Les dermatologues que je rencontre me disent qu'ils y croient. Je finis par voir une troisième dermatologue qui me dit qu'elle va tout essayer et je me fais donc hospitaliser. Et donc à ce moment-là, je reçois ce qu'on appelle une espèce de cocktail qui s'appelle un bolus de solumédrol. Je peux pas te dire ce qu'il y a dedans, mais en tout cas, c'est l'ultime solution qui m'est proposée pour certainement booster et déclencher un petit peu les choses. Et donc, malgré ce bolus de solumédrol, mes cheveux en tout cas, s'ils repoussent, ils ne restent pas sur ma tête. D'accord. Voilà. Donc là, voilà. Et donc la dernière chose. Et donc là, à ce moment-là, tu te dis quoi? Écoute, j'essaie cette dernière chose, mais je me dis que si dans mon pays j'ai pas trouvé la solution, je vais la chercher ailleurs. Donc je vais dans un hôpital à Paris et spécialisé dans les problèmes de cheveux. Et par contre, le diagnostic me surprend parce que tu sais, tu mets tous tes espoirs sur ce dernier rendez-vous. Et quand le spécialiste me dit, mais oui,
dans les zones, dans la Caraïbe, nous avons déjà rencontré souvent ce genre de problème. Donc le mot change, le nom de la maladie s'appelle alopécie. Ils me disent, mais vos cheveux reviendront comme ils sont partis. Donc forcément là, il y a bon, voilà, je me revois en train de m'écrouler progressivement par terre parce que je ne m'y attendais vraiment pas. Tu t'attendais à quoi? Tu espérais quoi? Ben, écoute, j'espérais qu'on me dise, peut-être, tu sais, pas qu'on mette un nom sur la maladie, mais qu'on me dise oui, on a un traitement qui vous permettra de retrouver vos cheveux. Et en même temps, je me dis, mais est-ce que c'est pas parce que je me suis souvent coupé les cheveux que mes cheveux, par rébellion, me disent, non, parce qu'elles ont exagéré, là, on a besoin d'une pause, tu vois. En fait, bon, il y a tout un tas de choses qui se passent dans ta tête, mais tu sens que il y a pas de raison que tu continues à être là, il y a pas de raison que tu continues à exister. Pour toi, la vie, elle n'a pas de sens, et tu remets tout en question à ce moment-là. Mais malgré le fait que le docteur t'ait dit qu'ils vont revenir comme ils sont tombés, tu gardes pas une lueur d'espoir? Pour toi, c'est fini et tu seras plus jamais la même et non? Alors, je garde cette lueur d'espoir en me disant que je vais continuer à chercher. Tu vois, si le monde médical n'a pas trouvé, eh bien, moi, je vais chercher dans un monde un petit peu plus, on va dire, underground, un monde beaucoup plus, on va dire, toléré, un monde, tu vois. Et là, c'est tout un monde, entre guillemets, ésotérique que je découvre. Et mais je comprends aujourd'hui que quelles que soient les recherches, quel que soit l'endroit où je suis allée chercher la réponse était partout, sauf là où j'allais la chercher, en tout cas. C'est très beau ce que tu dis. On va d'ailleurs en parler, où trouver nos réponses. On en revient. Comment, toi, tu le vis mal, ce qui est totalement normal. Comment tes proches le vivent? Alors, mes parents s'interrogent beaucoup. Mes parents se demandent ce qu'ils pourraient avoir bien fait pour qu'il y ait cette répercussion sur leur fille. Mon entourage en général n'en parle pas trop, sauf un ou deux amis qui vivent avec moi la chose, mais on n'en parle pas beaucoup. Je n'en parle pas beaucoup, ou si j'en parle, je parle beaucoup du regard des autres. Tu vois, à ce moment-là, je m'attache la tête, tu vois. Ouais. Je m'attache la tête ou quelques bonnes années après, je porte des perruques. Donc, à part quelques amis qui me disent, Pascal, bon, tu devrais peut-être pas porter tout ça. Tu es une belle femme, tu devrais, mais moi j'entends pas ça. C'est un discours non seulement que je n'entends pas, mais qui m'agace. Pourquoi il m'agace? Parce que j'ai l'impression d'être incomprise. Ouais. Toi, tu as une douleur donc, et on ne le sent pas parce qu'on essaie de positiver cette douleur. Voilà. Et on ne me laisse pas comment dire, l'opportunité de dire que je suis en souffrance. Tu sais, quand tu souffres et que tu parles de ça et que les autres ne t'entendent pas, tu vois, cet inconfort que ça te procure, c'est assez ahurissant, tu vois. La positivité justement toxique, on en parle de plus en plus, c'est justement ça, c'est empêcher l'autre de vivre sa douleur en pensant que tout positiver résoudra le problème, alors que non. Nous sommes des êtres pluriels et on est fait de bien et de mal, et la vie c'est ça en fait. Et on a besoin d'exprimer quand ça ne va pas, tout autant qu'on a besoin de dire quand ça va. Et en fait, je crois qu'il y a rien de pire que d'étouffer une douleur, parce que le jour où ça sort, il y a c'est comme une cocotte minute, c'est-à-dire que ça va rester, puis un jour ça explose. Et après, je comprends aussi les gens qui nous aiment, qui pensent bien faire, parce qu'au fond, j'ai envie de croire et je reste persuadée que c'est de la bienveillance et de l'amour pour nous aider à passer le cap, mais je crois que quand quelqu'un est en souffrance,
si on n'a pas la solution pour l'aider, en tout cas juste l'écouter, mais ne pas l'empêcher de s'exprimer ou de vivre sa douleur, parce que c'est comme ça des fois qu'on arrive à se reconstruire. Et c'est un cheminement en fait. C'est un cheminement qui, des fois il y a ça peut être, puis en fonction des gens ça dépend, mais ça peut être un rejet, ça peut être ne pas parler du tout. Moi je sais que quand je vais pas bien, dans un premier temps je ne parle pas du tout. Et puis il y a des gens au contraire qui comme toi ont besoin de dire que ça ne va pas. Et on doit respecter chacun dans sa souffrance. Mais justement, c'est exactement ça, Tia. Et ça nous apprend, en tout cas personnellement, c'est ce que ça m'a appris. Ça m'apprend toutes ces facettes-là. Quand quelqu'un vient se confier à moi, j'apprends que cette personne peut avoir envie de se confier. Quand elle se tait, je sais que c'est parce qu'elle n'a pas envie. Tu vois, je crois que vivre cela moi-même dans ma chair me permet de mieux comprendre l'autre. Et c'est ce que je retiens du coup, parce que je me dis, parce que tout le monde n'est pas comme toi, et cette tolérance et cette bienveillance dont tu parles, justement, je la développe parce que je me dis que en face de moi, alors pour d'autres problèmes, en tout cas d'autres confidences, je me dis que l'autre est juste à respecter dans ce qu'il propose. Alors si moi ça ne me convient pas, ma responsabilité est de lui dire que ça ne me convient pas. Par contre, les différentes facettes, les différentes réactions possibles face à la douleur, face à l'expression de la douleur, aujourd'hui, je les connais, je les reconnais et je m'adapte en fonction de ce que je reçois, en fonction de ce que j'ai envie de partager aussi avec la personne. Mais l'intérêt pour moi, c'est de me dire parce qu'elle respecte ce qu'elle te propose sans la brusquer, tu vois, parce que je crois que quand on se confie à l'autre, on a peut-être envie d'être écouté, mais je crois que l'autre aussi a la responsabilité d'essayer, en tout cas d'exprimer exactement ce qu'il attend. Donc, quand quelqu'un vient, j'ai envie de lui dire, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Je crois que la discussion peut être beaucoup plus paisible, et donc je ne m'impose pas avec ma cape de sauveuse, tu vois. Voilà, qu'est-ce que tu attends de moi? Juste que tu ne dises rien, tu vois, juste que tu m'écoutes, tu vois. Au moins c'est clair. Ouais, clairement. À l'époque, donc, on te donne ce résultat, comme quoi, c'est la vie qui décidera en gros de ce qui va se passer. Comment tu vis cette douleur? Est-ce que tu es en colère ou est-ce que tu es plutôt défaitiste? Ou comment tu vis cette colère? Cette douleur, plutôt. Ouais, je ne suis pas, au départ, je suis pas du tout défaitiste. C'est-à-dire que j'apprends l'information, mes cheveux vont pas repousser, je l'intègre. Tu vois, le choc. Ok? S'il y avait un choc, ça aurait été celui-là. Ok? Par contre, je ne suis pas défaitiste. Ok. Tu vois, non. Je cherche des solutions, je m'attache la tête, je porte des perruques, tu vois, voilà. Je suis encore dans cette espèce de dynamique, de cette, entre guillemets, combativité, tu vois. Donc non. Voilà, exactement. Je continue, j'y vais. Alors, évidemment, dans mon intimité, je pleure. Parce que je pleure tous les jours. Pendant longtemps, j'ai pleuré parce que moi-même, si c'était pas par rapport au regard des autres, c'était par rapport à ma fatigue, justement parce que tu sais, à force de te dire bon, allez, vas-y Pascal, vas-y, à un certain moment, waouh, t'as envie de te poser et t'as envie juste d'être là et de laisser couler les larmes et qu'on ne vienne surtout pas te dire c'est pour ça que tu pleures, ça aurait pu être plus grave, ça aurait pu être sur ton nez, parce que bon, c'est ce qu'on a dit. Voilà, au moins t'as la possibilité de te mettre quelque chose sur la tête. À l'époque, pourquoi tu pleures pour ça, quoi? Voilà. Et non, je continue et j'apprends énormément. À ce moment-là, Tia. J'apprends sur moi, j'apprends qui je suis, j'apprends à voir ce que mon corps peut me dire. J'apprends à ce moment-là à respecter la fatigue, j'apprends à dire mince, pour ne pas dire autre chose. J'apprends à dire j'ai le droit de pleurer. Tu apprends qui tu es, tu découvres la femme que tu es. Est-ce que tu t'aimes?
à cette époque? Alors, à cette époque-là, pas suffisamment. Par rapport à aujourd'hui, en tout cas, pas suffisamment, puisque je cherche dans le regard de l'autre un assentiment, une réponse, une confirmation, une marque d'attention, d'amour. Je cherche, je marche dans la rue, et je regarde les autres, je regarde les autres me regarder. Et je me dis, qu'est-ce qu'ils en pensent? Je suis tributaire de cette réponse que je crois lire dans leurs yeux. Et Bah, tu non, quoi? non, comment? Tu penses lire quoi, justement? Voilà, alors, tantôt, je pense lire, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle se fait? Alors, ça, je parle du moment où, ça commence vraiment au moment où je m'attache la tête pour la première fois, où une connaissance me dit, mais alors, dis donc, on te voit de loin, avec ta tête attachée comme ça. Bon, voilà, c'est ça. Quand ce sont les perruques, je crois lire, alors là, ce sont pas tes cheveux, ma belle, hein. Quand je décide de ne plus rien porter, je crois lire, mais qu'est-ce qu'elle s'est fait? Oh, finalement, mais laisse tomber, quoi. Ou alors, je crois lire, oh, la pauvre. Oh là là, elle a un cancer et elle fait de la chimio. Tu vois, tantôt le regard de pitié, tantôt le regard de dégoût, tantôt le regard de, mais non, mais elle est complètement folle. Et puis tantôt le regard de, putain, mais elle assume, la meuf. Tu vois? Donc il y a tout ça. N'empêche que, c'est le même système de dépendance qui s'installe. Ouais. Que ce soit des choses qui me sont agréables à entendre ou à lire dans les yeux, ou pas, c'est le même système de dépendance qui perdure pendant quelques bonnes années, tu vois, jusqu'à ce que je comprenne ce que j'ai compris aujourd'hui. À l'époque, le regard de l'autre est important. Et je rebondis sur quelque chose sur la formulation que tu utilises. Tu dis je crois lire. Et ça, je trouve que c'est hyper important de rebondir dessus parce que, alors, je sais qu'aujourd'hui tu as fait un cheminement et que c'est pour ça que tu dis je crois lire. Mais justement, est-ce qu'à l'époque, finalement, ce n'est pas ton regard à toi, sur toi, que tu projettes sur l'autre? Alors, c'est vrai que c'est au moment où je pose mon regard sur moi que je fais cette découverte de moi-même et du coup je me dis que plutôt que de chercher ou plutôt que de dépendre des réponses que les autres pourraient m'apporter, si je commençais par moi, parce que à force d'avoir des réponses différentes, je n'arrivais pas du coup à me stabiliser, à m'arrêter sur une seule réponse. Et du coup, comme je disais, donc dans mon miroir, j'ai les réponses. Et je me dis, mais Pascal, c'est intéressant. Ce serait intéressant de t'inquiéter de ce que ton miroir te dit pour que tu puisses te faire une idée et voir à quel point tu t'aimes ou tu t'aimes pas. Et donc, la question est, quelles sont tes qualités? Et quand je commence à me poser la question de quelles sont tes qualités, il y a quelque chose à ce moment-là qui se déclenche puisque jusque-là, je ne m'étais jamais posé la question de savoir quelles étaient mes qualités. Oui, c'est impressionnant. Et à cette époque-là, j'ai quel âge? Bon, j'ai pas encore 50 ans, mais voilà, j'ai la quarantaine, 40 et quelques, tu vois. Donc, c'est assez impressionnant de voir que là, tu as une nouvelle fenêtre qui commence à s'ouvrir sur toi-même et donc sur ta vie et sur ton bonheur par voie de conséquence. Bien sûr. Alors, garde en tête que je te demanderai, avant qu'on termine cette conversation, quelles sont tes 3 qualités. D'accord? Oui. Alors, tu tombes amoureuse de l'homme qui deviendra le père de ton enfant. Est-ce que ce regard posé sur toi, un regard d'amour, change la façon dont tu te vois à cette époque? Alors, je ne sais pas si ça change la façon dont je me vois, mais ce que je ressens, c'est que j'ai en face de moi un homme qui m'aime sans mes cheveux. Ouais. Tu vois, pour moi, donc encore, je suis encore dans cet amour, enfin, cette recherche d'amour chez les autres. Et je me dis, parce que bon, évidemment, je n'aurais jamais pensé, Tia, que j'aurais pu plaire à quelqu'un. J'ai pas de cheveux. Fondamentalement, c'est pas possible.
C'est ce que je pensais à l'époque, en tout cas. Donc, quand il y en a un qui s'inquiète de moi, et quand il y en a un qui me parle avec bienveillance, avec amour, qui à aucun moment ne me parle de mes cheveux, contrairement à d'autres, ou particulièrement, je pense à un en particulier qui m'avait dit que bon, j'aurais jamais pu rencontrer quelqu'un dans mon état, pour reprendre son expression. Waouh. Exactement. Ah ouais. Donc du coup, mais bien sûr que c'est violent, et du coup, ça vient s'ajouter à ce que tu vis déjà. Bah ouais. Ah ouais. Non, mais complètement. Donc, Waouh. ouais, donc j'avance avec ça dans ma tête, et du coup, c'est presque un choc quand il y en a un qui s'intéresse à moi, puisque moi-même, je me suis accrochée. Puisque, n'oublie pas ce que je t'ai dit, je m'accroche à ce que les autres me disent, tu vois. Donc, je ne retiens que ça. Bon, pour moi, je n'existe pas. Ce que je pense de moi n'existe pas. C'est pas, à ce moment-là, je ne me pose pas la question de savoir ce que moi, je pense de moi et ce que je mets en place. Non, tu vois. Et donc, quand le père de ma fille arrive dans ma vie, je me sens aimée. Tu vois, je me sens aimée. Donc, du coup, voilà commence une 14, enfin, commence une belle, on va dire, aventure, oui, avec lui. Parce que bon, comme je te dis, à aucun moment je n'ai ressenti un manque d'amour ni quoi que ce soit de sa part. Ouais. Est-ce que, justement, tu parlais de te raccrocher au regard de l'autre, est-ce que tu penses que tu t'es raccroché à l'amour de cet homme pour ne pas voir que toi, ça n'allait pas? Est-ce que cet amour, ça n'a pas été finalement, tu sais, ce pansement qu'on met sur une plaie qui est encore ouverte en se disant, tu sais quoi, je vais la cacher, comme ça je la vois pas et tout ira bien? Mais c'est exactement ça, mais à la différence que tu ne penses pas que tu caches. D'accord. Pour toi, tu n'existes pas. Pour toi, tout va bien. Ben non, pour toi, tu n'existes pas. Mais oui, mais bon, voilà, donc il m'aime, et bon, évidemment, je l'aime aussi, mais je l'aime peut-être plus que je ne m'aime. C'est ça le problème. Ouais. Donc, moi, j'y vais, et je fais confiance à cette, à cet autre qui me dit dans quelle direction aller, tu vois. Et donc, on passe 14 ans comme ça. Et, bon, et comme je t'ai dit, ben, c'est pas, à un moment, ça ne devient plus possible à partir du moment où bon, moi, les choses changent dans ma tête, que je comprends comment ça fonctionne, quand je comprends que l'amour pour moi-même, c'est la base. Donc, du coup, forcément, quand pendant 14 ans, tu as suivi quelqu'un sans te poser de questions, de savoir où toi tu veux aller, eh ben, à un certain moment, ça peut pas continuer parce que tu as vu comment ça fonctionne et tu t'es posé la question de savoir quel était ton amour pour toi-même. Et voilà. Quand tu pars dans cette direction, ben forcément, l'énergie de ta vie, elle change. Donc, avec beaucoup, 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 beaucoup de conséquences. Ça a été quoi le déclic pour justement que tu arrives à te dire que pendant des années, tu as vécu, entre guillemets, caché, c'est-à-dire avec les maris-têtes, avec les perruques, caché derrière l'amour de cet homme. C'est quoi le déclic qui fait qu'un jour tu te dis, ok Pascal, maintenant il va falloir vivre, mais vivre pour toi, vivre pleinement ce que tu veux être, incarner la femme que tu veux être. C'est quoi le déclic? Le déclic, c'est la rencontre avec une thérapeute. Parce que je suis fatiguée. Il y a un moment, je suis complètement lasse de me cacher. Je suis lasse de ce sentiment de schizophrénie qui me prend parce qu'au quotidien, donc quand je sors de chez moi, à l'époque j'ai une perruque et quand je suis dans mon intimité, je n'en ai plus. J'ai l'impression d'être deux personnes et c'est pas supportable. Alors je ne suis pas schizophrène fondamentalement, mais ce dédoublement de moi me perturbe complètement et donc je fais la démarche vers cette thérapeute qui m'apprend à accepter mon image. Tu vois, qui me dit mais Pascal, est-ce que cette image vous caractérise? Est-ce que cette image de vous vous définit? Est-ce que vos cheveux vous définissent? Tu vois, elle m'apprend tout ça. Et à ce moment-là, je me dis, ah ouais, peut-être. Et quand un jour, j'arrive chez elle, la tête nue, elle n'en revient pas
Alors non pas que je sois aguerrie de tout et que je me sens très très bien comme ça, mais si tu veux, ce qu'elle m'apprend fait son chemin et ce qu'elle m'apprend me montre que voilà, la réponse est ailleurs. Donc je continue à chercher non pas chercher, à connaître cette Pascal. Ouais. Je pars à je pars à la découverte de moi avec elle, en fait. Voilà, c'est comme ça que les choses, tu vois, se découvrent. Comment tu vis le jour où pour la première fois tu oses passer le pas de ta porte sans entre guillemets, artifice? Comment tu le vis? Je suis sûre que tu t'en souviens. J'en suis persuadée. Comment tu le Ah vis? oui. Alors, ben, écoute, c'est un jour où je suis en vacances et une amie m'a dit, elle n'arrêtait pas de me tanner avec ça. Je répète l'expression parce qu'à l'époque, franchement, ça m'énervait. Ah, mais tu devrais, mes amis m'appellent Papoum. Ouais. Papoum, tu devrais arrêter de porter ce truc-là que tu mets sur ta tête qui ne te correspond pas du tout, etc. Et donc, nous sommes en vacances et je me dis que c'est l'occasion pour moi d'adopter un nouveau look. Donc, je mets ma petite perruque dans mon sac, ma serviette de bain, mon nécessaire de plage et je mets ma casquette sur ma tête. Je me dis que peut-être que je vais oser enlever la casquette et puis bronzer mon crâne, peut-être. Et donc, me voilà, mais fallait me voir à l'arrière de la voiture, puisque bon, il y avait le conducteur réel devant, évidemment, à rechercher le regard des autres, est-ce qu'ils me voyaient, nanana. Et on arrive sur la plage. Et donc, je descends avec mon sac et tout, et tout, et tout. Et elle me dit, eh ben, je te félicite parce que sortir de chez toi comme ça, c'est déjà un grand pas. Et elle me dit, et je lui montre dans mon sac que j'avais encore mon accessoire. Et donc, elle m'a dit, tu vas pas remettre ça sur ta tête. Là, on est à la plage, arrête, voilà. Et donc, je chausse mes lunettes de soleil et j'enlève ma casquette. Et là, je revois ce jour-là, Tia, comme si c'était il y a 1 heure de temps. Je me revois sur la plage. Alors, il n'y avait pas grand monde parce qu'effectivement, nous étions quand même en fin de mois d'août. Et donc, je me dis, fin de mois d'août 2015, et je me dis, ben, il n'y a pas grand monde sur la plage, peut-être que je vais oser. Donc, nous étions 4 sur une bonne partie de la plage. Et donc, je me dirige, j'ai déposé ma casquette, je suis en maillot, je vais entrer dans l'eau. Et voilà. Et voilà, mais quelque chose de magique se passe à ce moment-là, que je partage avec toi, Tia. J'en parle un peu dans le livre. J'entends une voix qui me dit, ne crains rien, avance ou ne crains rien, en tout cas ne crains rien. Je tourne la tête, je me dis pas possible. Ah, ça donne des frissons. Je regarde mes amis. Ouais, je regarde mes amis, je leur dis, mais ils me font, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu nous regardes comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Et je leur raconte, ils me disent, pas du tout, on n'a pas parlé et tout. Enfin bon, bref, il y a là, les choses commencent pour moi. Là, les choses commencent. Ce jour d'août 2015, les choses commencent parce qu'effectivement, j'entends cette voix qui me rassure et qui me dit, et je commence à gesticuler dans l'eau, à envoyer de l'eau partout et à crier et à rire et à manifester. Oui, et à manifester cette joie et cette vie qui commence ce jour-là. C'est vrai que j'ai pas noté la date. Moi, j'aime bien noter les dates, mais j'ai pas noté la date. C'est pas très grave, en tout cas, parce que ce moment-là est gravé quand même dans mon cœur. Et je repars confiante. Et là, les choses commencent. Et je décide effectivement de ne plus porter de perruque et d'assumer le fait d'aller quelques jours après au travail pour la première fois, la tête nue. Voilà. Est-ce que ça a été dur, n'empêche, de l'assumer au quotidien? Parce que tu sais, il y a cette euphorie quand on prend une nouvelle décision et qu'on est décidé, on se dit, ouais, on va tout péter, ça ira, tout ira bien. Et puis finalement, il y a quand même le quotidien qui nous rattrape. Est-ce que ça a été difficile de l'assumer ou est-ce qu'au contraire, finalement, ça a été plutôt simple? Alors, ça a été
C'était difficile. Pourquoi? Parce que justement, jusque-là, je prends la décision, mais je ne m'aime pas encore. Ouais. Donc, forcément, le regard de l'autre est important. Il n'y a plus seulement le regard de l'autre, il y a l'expression de l'autre, parce que l'autre se sent autorisé à me dire ce qu'il pense à ce moment-là. Donc là, je ne suis plus dans je crois lire dans ses yeux. L'autre associe le verbe au regard. Et là, ce sont des choses assez douloureuses que je vis au quotidien. Mais je ne baisse pas les bras. Je ne baisse pas les bras. J'ai compris que même si je n'ai pas encore trouvé qui je suis, même si je ne m'aime pas encore, j'ai compris que ça va passer par là. Donc finalement, cet autre qui m'aura dit des choses qui m'auront blessé m'aura lui aussi aidé. M'aura aussi aidé à savoir qui je suis, m'aura aussi aidé à m'aimer tel que je suis. Mais c'est vrai que le quotidien sur quelques années est difficile parce que oui, tout le monde n'est pas forcément gentil, tout le monde, voilà. Et j'apprends aussi à ce moment-là, Tia, que les autres nous disent ce qu'ils se sentent autorisés à nous dire. Alors si les autres me disent ce qu'ils pensent, c'est qu'ils ont vu que moi aussi je suis pas à l'aise avec ce que j'essaie d'assumer. Ouais, c'est vrai que ça. Voilà. Et c'est quand je commence à et c'est quand je commence à m'aimer, quand je commence à m'assumer que le regard de l'autre, les propos de l'autre changent. En tout cas, moi, le regard de l'autre n'est plus aussi important. Et d'ailleurs, je n'entends plus du tout de choses désagréables. Et je pense que, enfin, plus du tout, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Je l'entends de temps en temps, mais alors là, franchement, je n'accorde plus du tout la même importance à ce qui m'est dit. Mais même dans les compliments, je sais les accueillir différemment. J'accueille le compliment aujourd'hui parce que je sais d'où je sors. Je sais le parcours, je sais ce qu'il m'a fallu mettre en place pour être OK avec mon image aujourd'hui et puis pour m'aimer telle que je suis. Donc oui, le compliment, je l'accueille et je suis contente, si tu veux. Je suis contente de partager et je suis contente finalement que ce que je pense de moi se voit. C'est ça. C'est ça. C'est pour ça que le compliment, je l'accueille aussi. Tu nous as dit tout à l'heure que en apprenant à apprendre qui était Pascal, tu as aussi découvert que la vie que tu menais n'était pas celle que tu voulais. Forcément, ça a engendré énormément de changements, de bouleversements, notamment dans ta vie privée. Comment ça se passe? Comment tu arrives à te dire tout ce que j'ai vécu aujourd'hui, c'est pas ce que je voulais, ou en tout cas celle que je suis aujourd'hui ne veut plus de cette vie-là, parce que c'est quand même énorme de tout remettre en question. Et je pense que les gens qui t'entourent doivent se dire mais elle devient folle en fait. Oui, ah bah oui, parce que les gens qui m'entourent déjà dans le cadre de mon couple me disent mais non mais attends mais tu veux te séparer, tu veux divorcer, mais attends mais t'es folle. T'es avec un homme qui t'aime comme tu es, voilà, t'as pas de problème particulier. Et donc effectivement mon entourage ne comprend pas, mais une partie de mon entourage me dit bon nous on se mêle pas et c'est quand on accepte les choses. L'essentiel, c'est que tu sois bien. Et une partie de mon entourage comprend que ça n'est pas que je fais d'autres choix. Une partie de mon entourage comprend que je fais le choix de moi. Une autre partie se dit que je remettrai tout en question. Vraiment, c'est vraiment de la folie. Mais là encore, Tia, je ne m'en inquiète pas. La personne la plus importante, ça devient moi du coup. Mais c'est vrai que c'est le grand bouleversement dans ma vie et je ne cherche plus l'assentiment de qui que ce soit. Je cherche à être en adéquation avec ce que moi je découvre sur moi. Je cherche mon alignement, je cherche mon ancrage. Alors tout ça, je le dis avec beaucoup de facilité aujourd'hui, mais c'était pas du tout facile. Mais c'est vrai que dans mon tempérament, tu n'as pas oublié, je t'ai dit au tout début, j'étais quelqu'un de dynamique, d'espiègle, et donc qui aimait beaucoup. Tu vois, je suis une battante en fait. Ouais. Et je découvre que la vie n'est pas finie et que j'ai le choix. J'ai le choix d'aller dans un sens ou dans l'autre et tout prend son sens et voilà. Et donc, pour répondre vraiment à ta question, comment je le vis,
c'est tumultueux. C'est tumultueux, c'est bouleversant. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des cris, il y a des rires, il y a des pleurs. C'est un mélange, un melting pot de plein d'émotions qui font que les choses se construisent au fur et à mesure et les choses se pacifient dans mon cœur, tu vois. Mais il a fallu passer par ce bouleversement à l'intérieur de moi. Est-ce qu'aujourd'hui, tu t'aimes? Fondamentalement. Fondamentalement. Ça t'a pris combien de temps, tu penses, pour arriver à te dire « Ouais, je m'aime » Alors, 8 à 9 ans. C'est 8 à 9 ans. Je te pose cette question parce que j'ai l'impression, tu me diras ce que tu en penses, que les gens qui font du développement personnel pensent en regardant les autres, que souvent les choses arrivent de manière facile et que on décide un beau jour que voilà, on change de vie, qu'on doit s'aimer et que voilà, allez, c'est fait, demain je m'aime et voilà. Et en fait, t'es la preuve magnifique que on peut avoir conscience qu'il y a un problème, mais des fois il faut énormément de temps du moment où on a conscience de ce problème au moment où on arrive à se dire là je suis en paix avec moi-même. Et je dis ça parce que je pense que c'est important de dire aux gens que chacun vit sa vie à son rythme et que oui, c'est important d'avoir une représentation qui puisse nous motiver dans un sens pour nous permettre de nous dire si c'est possible de s'en sortir, c'est possible de voir la lumière au bout du tunnel, mais que chacun doit le faire à son rythme et avec les armes qu'il a, parce que voilà, toi t'es une battante, mais tout le monde ne l'est pas, tout le monde n'a pas forcément ta force de caractère, et pourtant, malgré le fait que tu sois une battante, t'as quand même mis quasiment 10 ans à réussir à réaliser que oui, l'amour en fait que tu devais ressentir pour toi était en toi. Donc les gens qui nous écoutent, gardez ça en tête que oui, les modèles sont très importants parce qu'ils nous permettent de nous prouver que c'est possible, mais vous êtes singulier et votre vie, la personne que vous êtes, vivra les choses différemment parce que toutes les histoires sont différentes, mais la chose la plus importante, c'est de garder en tête que cette lumière est possible. Oui, mais et justement, mais c'est pour ça qu'on dit qu'il faut apprendre à se connaître avant. Ouais. Parce que moi, je suis une battante. Toi, tu es certainement une battante et autre chose. Les autres qui nous écoutent sont différents. Donc, partir de soi, partir de ce que l'on est, partir de notre amour pour nous, c'est la base. Parce que tu pourras regarder tous les modèles que tu veux. Alors, forcément, tu es en admiration, tu as envie d'être comme eux, etc., etc. Mais parfois, on peut passer par la déception de ne pas pouvoir atteindre l'objectif que l'autre a atteint. On peut passer par la frustration aussi. Ouais. Et donc, quand tu te dis, mais moi, je suis qui je suis, sur quoi je peux me baser, en quoi je peux puiser chez moi qui ferait que je pourrais mettre ci, ça, ça, plutôt que ça, ça, ça en place. Parce qu'il s'agit de mettre en place des choses qui vont nous correspondre. Donc c'est pour ça que je dis souvent que la vie est faite de choix. Le bonheur est un choix, Tia. Donc, mais oui, parce que, et le choix, ce sera toujours le choix de moi. Le choix de moi avant les autres. Alors, il ne s'agit pas d'un acte égoïste, parce que il y a des gens qui me disent, ouais, mais parce que c'est quand même égoïste. Pas du tout. Parce que si je ne sais pas comment m'aimer, comment est-ce que je pourrais te dire je t'aime? Ouais. Comment est-ce que tu pourras me croire quand tu vas me regarder? Si je te dis je t'aime, tu vas me regarder, mais toi tu t'aimes pas, comment? Tu sais pas de quoi tu parles. C'est vrai. Tu vois, tu sais pas de quoi tu parles quand tu me dis je t'aime. Donc voilà, tu vas faire des choix de soi, puiser en soi, regarder qui on est et savoir ce qu'on est en mesure d'accepter, nos limites, jusqu'où on peut aller, ce qui nous correspond, ce qui nous épanouit. C'est ça pour moi l'essentiel.
Et évidemment, on va toujours matcher avec quelqu'un en face ou d'autres personnes. Par contre, alors c'est vrai que c'est pas un choix que j'ai fait tout de suite. Ce sont des choses que j'ai apprises effectivement à faire. Mais c'est pour ça que j'en parle, parce que oui, mais pour moi, c'est ça ma vérité. Alors pour d'autres, ce sera autre chose. Mais ma vérité, c'est effectivement commencer par toi. Commencer par toi, commencer par soi et voir ce que nous avons à offrir aux autres. Parce que ce serait dommage de passer à côté de sa vie. Tu vois, ce serait dommage de passer à côté de qui on est pour pouvoir plaire aux autres, que ce serait dommage de... Alors, c'est vrai que ça s'apprend. Ça s'apprend. Et donc, voilà. C'est le choix. C'est le choix que j'ai fait, quand bien même ce choix, au départ, était un choix inconfortable et qui m'a fait passer par des étapes, voilà. Mais aujourd'hui, je n'en garde que du positif. Je sais que, tu sais, c'est comme si j'étais en formation. J'ai été en formation pendant une vingtaine d'années pour pouvoir parler de quelque chose et pour pouvoir véhiculer un certain message aujourd'hui. C'est important ce que tu dis quand tu dis que le bonheur est un choix. Pendant très longtemps, avant justement de faire ce travail que tu dis qu'il est important de faire sur soi, j'ai fait reposer mon bonheur sur l'autre pendant très longtemps. Et mon bonheur dépendait de l'autre. En fait, l'autre avait les cartes en main de mon bonheur. Et le pire, c'est que j'arrivais à me plaindre de ma vie à cause de l'autre. Alors que finalement, je lui donnais les clés de ma vie et que je n'assumais pas mon bonheur. Et c'est vrai que... T'es là? Ah non. Oui, t'es là. Oui, je suis là parce qu'en fait, oui, c'est là, mais ça, comme ça coupe un peu, je pensais que c'était ma caméra, mais pas du tout. Chez moi, tout va bien. Je vais juste noter 24, comme ça il va faire une petite coupe. Nickel. Voilà. Ouais. Et en fait, je donnais les clés de mon bonheur à l'autre et j'étais malheureuse parce que l'autre ne faisait pas ce qu'il fallait pour que je sois heureuse. Mais non, le bonheur, et tu le dis très bien, le bonheur c'est un choix et on ne peut pas demander à l'autre de faire en sorte que nous soyons heureux. Alors bien sûr, il y contribue d'une manière ou d'une autre, mais si on est profondément malheureux, l'autre pourra faire tout ce qu'il veut, ça ne nous aidera pas en fait, et ce sera qu'une chimère, un truc de façade qui va colmater un peu la brèche, mais la brèche sera toujours là. Et je me rappelle au début, j'avais dit à l'homme qui partage ma vie, qui est mon mari aujourd'hui, au début, il m'a dit « Je sais que tu peux vivre sans moi ». Et je lui dis oui. Et en fait, il était choqué que je réponde de cette manière, du tac au tac, sans essayer, tu sais, de « Mais non, mais pourquoi tu dis ça ?» Non. Je lui dis oui. J'ai dit « Oui, je peux vivre sans toi ». Et je lui ai dit, je peux vivre sans toi parce que je suis heureuse sans toi. Et je lui ai dit, quand tu m'as connue, j'étais heureuse. Et si tu pars, je serai heureuse. Alors, je serai pas heureuse parce que tu pars, mais je veux dire que même si tu n'es plus dans ma vie demain, je serai heureuse. Et je lui ai dit, toi, en fait, tu es la cerise sur le gâteau. Et tu es la cerise sur le gâteau et c'est pour ça que tu es dans ma vie. Parce que si tu n'apportais rien, finalement, à ma vie de plus, tu ne serais pas là. Et c'est vrai que souvent, on a l'impression qu'on doit forcément demander à l'autre de bâtir quelque chose qui nous aidera à construire notre bonheur, alors que je pense qu'au contraire, chacun doit construire son bonheur et ensuite se dire que finalement, l'autre, c'est la petite paillette d'or qui sublime le tout. Mais c'est exactement ce que je pense, Tia. Nous sommes de superbes gâteaux. Ouais. Vraiment succulent. La cerise ou la petite décoration qui vient par-dessus, c'est pour sublimer le gâteau. Donc oui, l'autre apporte des choses, tu vois. Mais sans cette petite décoration, sans cette petite cerise, le gâteau existe déjà. Ouais. Il existe déjà. Et de deux, c'est un succulent gâteau. Exact. Tu vois, c'est ça. Mais il faut comprendre aussi qu'à l'inverse, nous ne soyons que la cerise pour l'autre. Très important. Tu vois? Et c'est ça parce que au début j'ai pensé ça et je me suis dit mais Pascal, est-ce que tu es OK avec ça que l'autre que tu ne sois que la cerise? Il faut être OK avec le fait d'être une cerise
Voilà, et comprendre effectivement que nous sommes là pour bâtir ensemble et construire ensemble. Mais s'il n'y a pas de fondation ni chez l'un ni chez l'autre, forcément, voilà. Et parfois, comme tu le dis, moi aussi je l'ai fait, Tia. Mais quelle responsabilité on met sur les épaules de C'est ça. l'autre de nous rendre heureux. Ouais. Mais moi je trouve que c'est atroce. Je dis que c'est atroce aujourd'hui parce que quelqu'un à un moment justement a mis toutes ses billes et s'est dit tu vas me rendre heureux. C'est vrai. Mais non, je peux pas faire ça. C'est trop lourd pour moi, tu vois. C'est trop lourd pour moi. Ça peut être lourd chez l'autre d'endosser tout seul. euh, En tout cas, à 80, Ouais. bref, plus de 5% en tout cas, c'est lourd pour l'autre de se sentir responsable du bonheur de l'autre. Pour moi, c'est une notion qui aujourd'hui waouh, quoi, tu vois, mais bon, là, comme je te dis, c'est des choses que j'apprends au fur et à mesure, et c'est ça que j'essaie d'apprendre à ma fille, qui a 18 ans maintenant, et je lui dis, ton bonheur, c'est toi. Ouais. Ton bonheur, c'est même pas moi. Ton bonheur, c'est toi. Ton bonheur, ce seront tes choix. Ton bonheur, ce seront tes actes. Toutes les actions que tu vas mettre en place pour pouvoir bâtir la vie de tes rêves. Et ça, tu en es responsable. Et tu dois créer ta vie avec les choix que tu vas faire. Et quand tu réalises, Tia, que nous avons ce pouvoir de créer la vie qu'on veut. Et d'arrêter de dire, oui, mais l'autre qui m'a regardé comme ça. Ah oui, l'autre, tu vois, l'enfer, c'est pas les autres. C'est clair. L'enfer, c'est pas les autres. Faut en avoir conscience et c'est un travail. C'est un très très long travail, un très très long processus. Oui, mais clairement. Mais c'est vrai que quand on arrive à... Clairement, c'est un travail qui est de longue haleine. C'est un travail qui parfois est inconfortable. Ouais. Ouais. Mais quand on arrive à cet état d'esprit, je trouve que c'est tellement libérateur. Oui. Complètement, mais complètement libérateur. Et à mon avis, c'est pour ça que je dis que ce serait passer à côté de sa vie que de ne pas au moins entendre ça. Ouais. L'entendre au moins une fois. Tu vois, c'est pour ça que je le répète tout le temps, parce que pour moi, c'est ma vérité aujourd'hui. Alors, ceux pour qui ça ne fait pas écho, mais il n'y a aucun problème. Bien sûr. Cependant, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je me réveille le matin avec ce bonheur en me disant, waouh, j'ai, un peu moins de 24 heures parce que j'ai dormi, au moins une vingtaine d'heures pour pouvoir être heureuse. Je ne sais pas si tu réalises, 20 heures pour être heureuse, 20 heures pour être heureuse, mais 20 heures pour ne pas autoriser les autres à justement venir ternir ce bonheur. Ouais. Tu vois, l'autorisation que l'on donne à l'autre, moi, c'est très important aussi pour moi. Ouais, non, mais tu as raison. Aujourd'hui, tu es heureuse et chauve. Et ça, c'est énorme. Complètement. Je l'aurais pas dit. J'ai pas entendu ce que tu as dit. Aujourd'hui, tu es heureuse et chauve, mais avant, tu ne l'aurais pas dit. Tu n'aurais pas dit que tu es chauve. Ah non, mais je l'aurais pas dit puisque le mot chauve arrive dans ma vie en 2021. C'est-à-dire avant de rencontrer. Ouais, voilà, avant de rentrer dans le programme Ananas Impérial de Mavic Bright, moi je n'utilise pas ce mot. Moi je dis j'ai perdu mes cheveux, ma perte de cheveux. Et c'est quand un jour je suis dans ce qu'elle avait créé comme espace, le Glow Up Bootcamp. On parle et elle me dit mais oui, mais Pascal, tu es une femme chauve, etc. Et là, le mot fait une espèce d'explosion dans mon cerveau et je pleure, mon cœur pleure. Bon, je ne le montre pas, et je me dis mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce mot qu'elle vient d'employer? Et donc, je ne me dis rien sur le moment parce que je sais que son intention n'est pas de me blesser. Mais j'en reparle après avec elle. Elle est confuse, elle s'excuse, etc. Mais évidemment que oui, je suis chauve et c'est OK aujourd'hui. Je suis une belle femme chauve. Oui, c'est ça. Donc, dans cette expression, une belle femme chauve, il y a tout ce parcours, tu sais. Il y a toute cette... il y a tout
tout cet inconfort, tous ces pleurs, il y a tous ces moments de down, mais tous ces moments de up aussi. Dans cette expression, il y a tout l'amour que je me porte aujourd'hui. Il y a cette dépendance dont chaque jour j'essaie de m'affranchir. Tu vois, je parle parfois de télécommande de notre vie et je dis que ce serait embêtant d'autoriser les autres à utiliser notre télécommande, à appuyer sur les boutons, à baisser, à changer, etc. Oui, la télécommande de ma vie, je tâche, en tout cas, je tâche de la garder en main. Parce qu'évidemment, je suis pas seule sur une île, hein, donc forcément, il y a d'autres facteurs qui interviennent. Mais oui, je suis chauve aujourd'hui et heureuse. Alors je vais pas te dire que je suis heureuse d'être chauve. La calvitie ne me qualifie pas. Ça fait partie de ma singularité physique, c'est ça. Mais c'est pas cette singularité physique, justement, qui me définit aujourd'hui, parce que je sais effectivement qui je suis. Tu vois, c'est qui je suis. Et puis mes qualités, comme on disait tout à l'heure, parce que je sais que tu vas me poser la question à un moment. Oui, je les connais. Trois qualités, vas-y. Alors, je suis une femme bienveillante. J'ai découvert chez moi que j'avais cette bienveillance et je crois que c'est parce que je n'ai pas toujours rencontré la bienveillance que j'ai développé aussi cette bienveillance qui était certainement déjà enfouie. Je suis une femme courageuse. Oui, parce qu'il m'a fallu beaucoup de courage pour choisir de chercher en moi ce qui serait beau et ce qui ferait le socle de qui je suis aujourd'hui. Et puis, je suis une femme qui aime la vie, qui est dynamique. Oui, je suis quelqu'un de dynamique en général. Je ris, je souris en général. C'est ça, cette petite étincelle que je partage tous les jours et qui fait que je résume. Parce que t'es toujours joyeuse, pas du tout, pas du tout. Mais c'est vrai que je suis d'un naturel joyeux. D'accord, j'adore. Ouais. Moi, je rajouterais deux qualités que je te trouve, même si on ne se connaît pas, mais en te regardant évoluer sur les réseaux. Moi, je rajouterais que tu es solaire. Ça va un peu avec la bonne humeur, mais c'est vrai que je trouve que tu es solaire et tu es amour. Merci. Tu vois, dans l'introduction, je disais que tu redéfinissais l'amour, mais je trouve que tu transpires l'amour. Je trouve que, tu vois, je regarde ton travail et tu parles d'amour, tu es amour, et c'est vrai qu'il y a quelque chose de tellement doux, tellement, ouais, c'est de l'amour. En fait, tu transmets l'amour et c'est tellement rassurant, c'est tellement bienveillant que ça fait un bien fou. Donc moi, je rajouterais ces deux-là. Waouh, alors là, je suis touchée, je suis vraiment émue, Tia, et j'accueille vraiment ce que tu dis, j'accueille vraiment parce que du coup, tu vois que ça me permet moi aussi d'apprendre encore davantage à me connaître, parce que c'est vrai que ce que tu dis résonne malgré tout en moi, même si je n'avais pas verbalisé ces qualités-là parce que je ne les voyais pas non plus. Donc je crois que ce que tu viens de dire est important et je mesure justement, entre guillemets, le travail, cette exploration réussie que j'ai entreprise, tu vois. Et partir à la conquête de l'amour de soi me permet justement de pouvoir transpirer cet amour. Je pense que c'est parce que ce choix-là a été fait à la base que je peux en parler aujourd'hui et que je peux le vibrer, cet amour-là. Donc on est d'accord qu'on en revient toujours à la même chose. Apprendre à se connaître, apprendre à s'aimer, c'est la base. Ouais. Et je ne pourrais peut-être pas en parler si je ne m'aimais pas aujourd'hui. C'est trop beau. Trop beau. Tu as créé un concept tourné autour du self-love. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors j'ai créé effectivement le selfie to self-love parce que le selfie, qui est tendance depuis quelques années, n'est pas pour moi un acte narcissique. Ok. C'est un acte qui m'a permis, moi, de partir à la découverte de moi, de faire cette belle rencontre de moi. Tu comprends? Ouais. Donc le selfie, c'est vrai que la masterclass
que j'organise et que j'anime commencent par un selfie. Et c'est surprenant parce que il y a des gens qui, un selfie, waouh. Et en fait, celui qui se fait un selfie et qui m'envoie le selfie sur un écran se regarde et se dit waouh. Mais au moment où les choses se passent, cette personne se tait et les autres s'expriment. Que voyez-vous? Et à 99% des cas, cette personne entend des choses qu'elle n'a pas l'habitude d'entendre. Cette personne entend des choses qu'elle ne sait pas d'elle. Parce qu'elle, elle se qualifie autrement. Et si elle est là, si elle choisit de venir dans cette masterclass, c'est qu'elle veut elle veut se trouver ou trouver des réponses à ce qu'elle cherche. Et ça commence par ça. Et c'est assez violent parfois, c'est vrai. C'est assez violent parce que ça secoue. Et souvent, bon, moi, j'ai toujours ma boîte de mouchoirs en accueil parce que je sais que ça bouge, que ça fait monter des choses. Et s'entendre dire, mais je vois une belle femme qui, malgré tout, dans ses yeux, cache une certaine tristesse, etc. Donc, forcément, quand on entend ça, boum, la tristesse dont on parle, elle remonte. Tu vois, ou je vois quelqu'un d'espiègle, il y a une petite lueur dans ses yeux qui fait, tu vois, ce regard sur l'autre, on part directement sur ça. Et c'est ça, et c'est cet amour, on en a parlé un petit peu, c'est vraiment de la cohérence. Tu vois, cette masterclass est vraiment en cohérence avec ce dont on a parlé, parce que partir de soi, partir de l'amour pour nous, va nous permettre d'aimer les autres. Donc, ce selfie sur nous connecte directement à l'amour qu'on a pour nous. Donc, selfie to self-love, c'est ça. Si on veut participer à cette masterclass, on fait comment? Alors, il suffit de m'envoyer un message, alors soit en message privé sur Classier Chauve sur Instagram ou sur ma boîte mail classierchauve@gmail.com. Ou voilà, m'envoyer voilà un message tout simplement. Et c'est vrai aussi, Tia, que je permets à toutes les personnes qui sont intéressées d'avoir un échange avec moi de 15 minutes pour se faire une petite idée de comment les choses vont se passer, avoir un petit peu plus de précision. Donc 15 minutes avec moi où on rit un peu quand même parce que j'apprends à connaître l'autre, que je dévoile des choses un petit peu sur moi, je donne un petit peu la tonalité de la masterclass. Pour moi, hein, on passe un moment génial. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu l'as vu, mais j'annonce ce samedi un live avec des participantes à une des masterclass. Et je pense qu'on va passer un bon moment. Alors, n'hésitez pas à contacter Pascale si vous avez envie déjà de la rencontrer parce que c'est une femme incroyable. Et si vous souhaitez participer à une de ces masterclass, franchement, n'hésitez, mais pas une seule seconde. Le mot de la fin, alors il paraît que c'est la question la plus dure, tu me diras ce que t'en penses. Si on ne devait retenir qu'une chose de toi, de ton univers, ou si tu avais un message à faire passer, quel serait-il? Le message serait: prenez le temps d'apprendre à vous aimer. Prenez ce temps. Prenez ce temps, accordez-vous ce temps. Ce n'est pas un luxe. Apprendre à s'aimer n'est pas un luxe. Je l'ai déjà dit, le bonheur est un choix. C'est un choix que j'ai fait, que je vous invite à faire. Par contre, je n'ai effectivement pas dit que c'est un choix facile à faire. Cependant, une fois que ce choix est fait, je pense que découvrir de belles choses sur soi nous permet d'offrir au monde ce qu'on a de plus beau et forcément de recevoir ce qu'il y a de plus beau dans le monde. Je crois que c'est ce que je pourrais dire en conclusion, Tia. C'est magnifique, c'est trop magnifique. En tout cas, merci Pascale pour ce moment qui était juste délicieux. J'ai adoré parler avec toi. J'espère que tu as apprécié cette petite parenthèse. Alors, évidemment que j'ai apprécié. Comme je t'ai dit au départ, j'ai continué à être honorée et émue pendant toute la durée. Je suis contente parce que dans les choix que je fais, comment te dire, les choix que je fais sont souvent des choix conscients. Donc, m'entourer de personnes, de belles personnes,
est important pour moi. Te dire oh oui, participer à ta pause café, Tia, est un choix conscient parce que échanger nos énergies, échanger nos parcours un peu, échanger nos idées, pour moi, c'est un moment de qualité que nous venons de passer. Pour moi, c'est du pur nectar et c'est le genre de choix que j'aime à renouveler. Et d'ailleurs, j'aurais vraiment souhaité que tu puisses m'accorder un live sur Classy et Chauve, d'ailleurs. Et c'est promis. Voilà. Et donc, du coup, je suis contente d'échanger sur ce genre de sujet avec toi parce que je crois fondamentalement que quand nous allons en parler avec les personnes qui captent l'énergie, pour lesquelles ça vibre aussi, ce genre de propos vibre aussi, on arrive à augmenter l'égrégore, tu sais, et à diffuser et à diffuser et à diffuser et à partager. Et c'est ça que je trouve merveilleux dans ce qu'on vient de vivre. Totalement. Merci à vous de nous avoir écoutés. Retrouvez ma pause café avec Tia sur toutes les plateformes de podcast et sur ma page YouTube. Cet épisode est maintenant terminé. Et comme d'habitude, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et je vous dis à très vite.